Pendant toutes ces années-là qu'on me disait, non, on ne peut pas reconnaître votre famille, tout ça, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me poussait dans le dos. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me disait, lâche pas, lâche pas. Aujourd'hui, pour avoir droit, ou faire reconnaître ses droits, il faut prouver qu'on pratique encore nos traditions d'autrefois. Fait que c'est un combat de vouloir préserver la culture du passé dans un monde moderne, puis de faire reconnaître ces droits-là entre les deux. J'ai toujours su, j'étais Innu. Ouais. Moi, j'ai toujours parlé ma langue. Vous, c'est sûr, vous sentiez toujours quelque chose, comme de quoi, ce qui manquait ou que vous saviez spirituellement. Mais à la seconde où vous avez eu la confirmation que vous étiez Mi'kmaq, quel était votre sentiment? Pour moi, je l'ai toujours été autochtone. Mes ancêtres l'étaient, je l'ai dans le sang, je l'ai dans l'ADN. Et je me suis toujours sentie autochtone et gaspésienne avant tout. Puis des fois, ça arrête là. Présente-toi. Je sais pas comment me présenter. Ton nom. Non, ben ça, je sais, mais je veux dire, comment je m'introduis? C'est si simple, pourtant. Parce que là, on veut apporter le côté spirituel. On commence tout de suite avec ça, ou...? On va jaser. Parle avec moi, on jase. Comment tu t'appelles? Ben moi, c'est Vincent Janotte. Je suis membre de la nation Mi'kmaq de Gaspé. Je suis né à Montréal, mais quand j'étais jeune, dans le fond, ma famille, on a déménagé à Québec. On n'a pas vraiment grandi dans la tradition. Par contre, ce qui m'a sauvé, c'est le Centre d'amitié autochtone du Québec. Je dis sauvé, là, j'étais pas en danger, mais culturellement, ça m'a fait une attache à ma culture, ça m'a fait une attache à mon identité autochtone. Et c'est à l'âge adulte, après mon université, que j'ai décidé de venir retrouver ma communauté à Gaspé. On est en ce moment dans le centre administratif de la nation Mi'kmaq de Gaspé, où je travaille ici en tant qu'employé, mais également en tant qu'élu. Comment je suis revenu, en fait, à devenir agent d'éducation, c'était que quand j'ai été aux études, j'aurais jamais pu faire mes études sans l'aide de mon conseil de membre de ma nation, finalement. Donc, j'ai bénéficié de l'aide financière pour aller aux études postsecondaires. Puis je savais pas trop où m'enligner. Puis je me suis dit, comment je veux redonner ce que j'ai pu bénéficier dans le passé, ce qui m'a aidé finalement à m'instruire. Puis je m'étais dit, bien, pourquoi pas, en fait, prendre la position d'agent à l'éducation. C'était de redonner un peu le service que j'avais eu parce que pour moi, l'éducation, le financement que j'avais obtenu, c'était vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Puis j'ai toujours dit, si jamais j'aurais pas bénéficié de ce financement-là, j'aurais sûrement jamais été aux études, j'aurais pas eu les moyens pour ça. Donc, et là, ma position aujourd'hui, c'est de redonner justement à ces étudiants-là qui ont des besoins dans les études. Je les assiste dans leurs études, je les finance, puis je gère tous les programmes là, pour leur permettre d'avoir un meilleur accès au marché de l'emploi. Mais aussi, c'est de rendre la situation égalitaire parce qu'on sait qu'il y a déjà une différence de l'accès au marché de l'emploi avec les allochtones et les autochtones. Donc, ce financement-là, justement, sert à venir pallier un peu là, cette problématique-là puis faire en sorte que les étudiants ont un accès un peu plus facilitant. Je
pense qu'il y a comme encore une méconnaissance. Les gens ne connaissent pas l'histoire des Micmacs. Il y a une fierté d'identité aussi qui se développe aussi. Ça fait que les gens qui ont des souches autochtones, des souches Micmacs, ils veulent renouer avec leur passé, leur ancêtre. Moi, c'est surtout nos ancêtres. Il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas au courant que les Autochtones n'avaient pas le droit aux études supérieures avant les années 71 ou 74. Mais puis c'est vrai, pourtant, ceux qui voulaient aller au cégep ou qui voulaient aller à l'université, il fallait qu'ils se départissent de leur statut. Alors, la population qu'il y a à Gaspé, elle est beaucoup éparpillée. Ça part de Gaspé pour aller à Montréal. Il y a beaucoup de membres à l'extérieur aussi. On est un conseil qui est quand même assez récent dans l'histoire. Là, on parle des années 70 environ. Donc, déjà là, on avait perdu énormément de notre culture et de notre histoire. Donc là, oui, on essaye de défendre nos droits, mais en même temps, c'est de se les approprier. Tout est lié, comme vous savez. Vous savez, les chants, les contes et légendes, la spiritualité, tout est lié. Tu sais, je suis pas ici pour moi. Je suis ici pour les futures générations. Je trouve que c'est important. Vous avez toujours vécu à Gaspé? Non, moi, j'ai grandi à Montréal-Est, à Montréal. Mon père était 25 ans dans le militaire à Saint-Hubert. Donc, je passais tous mes étés à Gaspé avec mes cousins. Et comment était le processus de réappropriation de la culture? Mais moi, j'étais toujours dans la lecture. Fait que je suis toujours en train de lire, puis tout ça. Mais il manquait de la langue, des chants, des contes, puis de la spiritualité. J'ai été vers l'Estigouche pour apprendre, pour emmener ça ici pour les futures générations. Donc, on commence, mais avec l'aide de Gaspé-Gag puis l'Estigouche, c'est super qu'ils nous aident. C'est aussi important pour eux pour que nous, parce qu'ils savent qu'on a perdu toutes nos affaires, fait qu'ils sont là pour nous aider. Même si je voudrais vivre ma spiritualité, je ne sais même pas à quelle porte cogner, puis c'est quoi l'engagement que ça va prendre. Parce que pour moi, la culture, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui s'apprend en une journée. Trop prémédité de se dire qu'une journée culturelle, puis c'est beau, on travaille notre culture. Pour moi, la culture, c'est une vie de tous les jours, c'est un mode de vie, en fait, qu'il faut pratiquer. Pour moi, la vie culturelle, les vraies traditions, bien, c'est d'aller dans le bois et de couper du monde, c'est pas de téléphone, c'est un peu de retrouver les anciennes méthodes de vie traditionnelles qui nous rattachent à la nature. C'est contraire au système de l'argent, ce système-là qui nous a comme un peu imposé. Bien, la culture, pour moi, c'est comme une contradiction de ça. Dans le fond, c'est ça. J'aimerais ça avoir une illumination spirituelle puis quelque chose qui me guide vers la spiritualité autochtone. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Puis je dis pas que je suis fermé à cette idée-là. Je dis juste que pour l'instant, c'est incompatible avec mon mode de vie. Moi, ce que j'ai vu en toi la première fois, je voyais cette connexion-là, qu'il y avait une connexion avec, peu importe comment on l'appelle, le monde des esprits, le paradis, mais envers l'autre monde, en fait, je sentais une belle lumière en toi. Puis je me disais que tu pourrais beaucoup en apporter ou plus jeune. Mais tu vois, ce que tu me dis, ça m'interpelle parce que j'ai comme fait attention aux mots que j'ai utilisés. Hein. J'ai parlé de spiritualité autochtone. Je dis pas que j'ai pas de spiritualité. Je veux dire, je ressens les énergies, mais je peux pas dire que c'est une énergie qui est autochtone. Ça fait partie de moi, puis c'est quelque chose d'inné. Donc oui, je pense que je ressens des choses, puis des fois, je me dis, bien, ça doit être mon côté autochtone, justement. Puis tu sais, il m'arrive des fois, c'est aussi niaiseux que je vais sortir dehors, il va y avoir un coup de vent, je vais regarder les feuilles bouger, je vais arrêter, je vais respirer, puis je vais dire, on me parle. Quand je chante avec le tambour, c'est qu'il y a du monde autour de moi, mais je suis comme dans une bulle.
Puis je me sens vraiment avec mes ancêtres quand je chante. Jusqu'à récemment, j'avais jamais mis de terme là-dessus, mais je pense, bien, c'est un gros je pense, là. Les autodiagnostics, c'est pas les meilleurs diagnostics, mais je me considérais peut-être comme une personne hypersensible. Je suis tout le temps en train de penser à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, les conséquences de... ce qui fait en sorte que quand je m'arrête au moment présent, ce qui c'est rare, c'est là que je me connecte à quelque chose de mon environnement immédiat. Elder, la femme qui m'enseigne dans la spiritualité, Rosanne, elle va me conter une légende d'une chanson avant que je chante. Des fois, on ne sait pas, si on ne connaît pas la langue, on ne peut pas mettre l'émotion dedans, on sait savoir c'est quoi. Mais en chantant, on pratique la langue aussi. Je me rappelle, à un moment donné, mon chauffeur d'autobus, Julie, je vais toujours me rappeler de son nom, elle me demande « T'es de quelle communauté? » Et là, moi, je suis comment? Je sais pas de quelle communauté. Je m'en vais voir mes parents. « Ah, je suis quelle nation? » Fait que là, ils me disent Micmac. Fait que là, je m'en vais voir mon chauffeur d'autobus super fier. « Ah, je suis un Big Mac, je suis un Big Mac! » Super fier. Fait que là, je m'en rappellerai toujours parce que là, elle s'est mise à rire puis elle m'a expliqué la différence. C'est là que j'ai appris la différence entre un Big Mac et un Micmac, finalement. Oui, Arlene? Mais en même temps, tu sais, le côté Micmac, je l'ai un peu plus approprié quand j'avais 20, 21 ans. Tu sais, j'ai passé comme ma jeunesse, je savais que je l'étais, mais c'était pas pour moi un mode de vie, c'était pas pour moi un sentiment d'appartenance, c'était juste une étiquette, une autre étiquette, finalement. Puis ça m'apportait rien, finalement, jusqu'à temps que je retourne dans ma communauté. Puis là, dans le fond, j'ai littéralement une communauté qui est prête à m'accueillir. Donc, là, aujourd'hui, je peux un peu plus dire « je suis Micmac, je vis dans ma communauté ». Mais j'ai tellement vécu longtemps avec une autre mentalité, une mentalité d'allochtone, une mentalité de « je dois aller à l'école, puis je dois fitter dans le moule ». C'est quoi la mission de l'éducation? Quand on va à l'école, est-ce qu'on va là puis on se fait dire « bien, il faut que tu pratiques ta culture, c'est important ». Non, on se fait dire « il faut que tu apprennes ça, ces notions-là, il faut que tu sais bien écrire, il faut que tu sais bien parler », dans le but d'obtenir un travail pour te nourrir, pour te loger. Donc, c'est vraiment la mentalité travail. Donc, moi, là, depuis que je suis au primaire, au secondaire, je n'avais qu'un objectif de vie, travailler. Mon but, c'était d'atteindre un emploi. On va se le dire, la culture, c'est des notions qu'on a énormément perdues dans ma communauté. Donc, je me retrouve dans une ville qui est enclavée dans une zone urbaine par la ville de Gaspé. Je te dirais que c'est quelque chose que, à tous les jours, je vis avec un regret de ne pas en faire assez pour préserver ma culture, que je m'intéresse pas assez. Je me sens comme un peu coupable. Pour arriver à vivre aujourd'hui, je dois avoir 2-3 emplois, ce qui fait en sorte que j'ai pas le temps après ça d'aller faire des cérémonies ou d'aller à des événements culturels parce que je suis épuisé à la fin de mes 3 boulots là, et je veux... il faut que j'aille du temps pour moi, psychologiquement, pour être mentalement apte après ça à travailler. Donc, c'est comme un cercle vicieux un peu. Faut pas vouloir te conseiller, mais d'une certaine manière, moi, ma façon de penser, c'est... Je peux comprendre que tu es un homme occupé. Je peux dire un homme? Je peux dire un homme? Ah, OK. Tu es un homme occupé, mais tu penses pas que si, d'une certaine manière, tu irais vers les cérémonies, apprendre beaucoup plus de cérémonies ou ta culture, ce serait pas une manière de reposer ton esprit? Peut-être qu'après cela, ça serait une manière que tu pourrais travailler sans avoir cette fatigue-là que tu as, mais vraiment... Parce que moi, je la vis, ma culture, ma spiritualité, je la vis, puis je pense que dans mon train quotidien, ça m'aide beaucoup. On parle que l'homme s'occupe du feu et de la femme de l'eau pour bénir l'eau. C'est peut-être une certaine connexion à ta bispiritualité, en fait. Parce que moi, je n'ai pas cette connexion-là avec l'eau. Moi, je l'ai en tant que simplement un homme. J'ai cette connexion-là avec le feu. Moi, la façon que j'ai appris j'ai bispirituel, c'est quand que j'ai travaillé au musée à Québec, au musée Rowan-Datt. J'ai fait beaucoup de recherches dans mes temps libres là, pour le côté historique, le côté mode de vie traditionnel là, des Wendat.
Puis c'est là que je suis tombée sur les articles de bispirituels. Ça m'avait fasciné parce que dans ces textes-là, ça disait que les bispirituels, ils étaient considérés comme des êtres supérieurs, comme des êtres qui avaient justement 2 esprits. Donc, ils avaient des capacités beaucoup plus développées que le commun des mortels. Puis les bispirituels traditionnels de l'époque souvent étaient amenés à avoir des boulots ou des activités dans leur communauté qui étaient non axées sur le genre, mais qui pouvaient décider finalement s'ils voulaient faire des tâches qui étaient attitrées aux femmes ou aux hommes. Ils avaient le choix parce qu'en réalité, ils étaient les deux. Puis ça m'a fait réaliser que oui, j'ai un corps d'homme, puis c'est pour ça que je m'identifie comme un homme, puis ça me dérange pas que les gens me disent « il »,« monsieur », ça me dérange pas du tout. Mais je sais que moi, à l'intérieur, mon esprit, je suis 2 personnes. Je suis un côté homme, je suis un côté femme, puis les 2 vivent très bien ensemble. Ils se balancent. Oui, ils se balancent très bien. Je pense que les Premières Nations auraient beaucoup à gagner si toi, tu irais vers la voie spirituelle. Parce que ou les cérémonies, c'est important, mais en même temps, c'est une façon plus protocolaire d'apprendre, de faire sa spiritualité. Mais c'est une façon protocolaire pour apprendre les guérisons puis tout. Je pense que nos peuples auraient beaucoup à gagner si tu irais vers ce chemin-là. Parce que ce qui est important de comprendre dans la spiritualité, dans l'aspect cérémonial et enseignement des choses, c'est pas pour soi-même qu'on fait ça. Je reçois pas des enseignements pour moi, je reçois les enseignements pour les transmettre. Tu sais, je veux pas que ça arrive comme c'est arrivé dans les pensionnats où nos parents ont beaucoup perdu, puis qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'Innu, je me bats pour aller chercher le savoir ancestral pour que je puisse le transmettre à mes futurs enfants. C'est pas pour moi que je fais ça. C'est pour ça que je te dis que les Premières Nations auraient beaucoup à gagner si tu allais vers ce chemin-là. Mais seul toi peux prendre ces décisions-là. Moi, je peux seulement t'encourager et t'ouvrir des portes. Ma spiritualité, ça m'appartient à moi, puis c'est pas pour les autres. Puis encore une fois, ma spiritualité, la façon que moi je pense, bien, tu vois, je trouve ça fascinant que tu parles que c'est pas pour toi, mais pour les jeunes, pour qu'on puisse transmettre ça. Parce que moi, j'avais pas cette mentalité-là. C'est quand tu en as parlé, je me suis dit, ah, c'est vrai. On dirait que c'est comme ça m'a ouvert les yeux sur une autre façon de voir la spiritualité. Fait que j'ai un mindset, puis il faut défaire ce mindset-là pour que je puisse peut-être plus m'approprier les bonnes choses ou avoir les bonnes connaissances. Puis ça va être une progression, quelque chose qui va se développer tout au long de ma vie. T'sais, on n'arrête pas... c'est pas tout d'un coup, je débloque ma spiritualité puis c'est fait, OK, c'est bon, je l'ai. Je pense que c'est un parcours de vie qui va m'amener à un certain moment, à une certaine époque, dans un certain contexte, qui va m'amener à dire, OK, là, ça suffit. Là, je dois regarder sous un autre angle comment je dois vivre ma spiritualité puis me reconnecter aux bonnes choses. C'est important de partager, de leur léguer les connaissances que nous, les aînés, les futurs aînés aussi, qu'on partage nos connaissances, notre culture, les traditions. Il ne faut pas que ça soit oublié. Il ne faut pas recommencer ce qu'on a fait il y a 150 ans passés. Je pense que l'Indien, puis je dis Indien parce que je tiens à préciser que c'est selon la loi sur les Indiens, on a été modelés, puis ça a fonctionné. Je veux dire, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de nous enlever notre culture, nous enlever notre racine, nous enlever le peu de choses qu'on avait déjà. Ils ont réussi à le faire, puis sur certaines personnes, ils ont réussi à le garder un peu plus, puis ils sont capables de le maintenir en vie ou de le raviver. Puis pour d'autres personnes, je pense que c'est éteint, voire presque plus récupérable. Je dis pas que moi, c'est pas récupérable, mais je sens que chez moi, ce côté-là, culturel, autochtone, spirituel, il est vraiment loin. Je dis pas qu'il est inaccessible, mais il est vraiment loin. C'est comme si j'étais un programme qu'on avait déprogrammé puis reprogrammé d'une autre manière, mais qui avait une petite trace, un souvenir de l'ancien programme qui était là.